sommes des élèves de JASA et nous participons au concours d'éloquence parce que pour ma part, je trouve ça très intéressant et puis c'est vraiment une plus-value et ça montre à tout le monde qu'il est important d'être éloquent. Et c'est sur un sujet que j'apprécie. L'IA signe-t-elle la fin de l'authenticité artistique? Moi, je m'appelle Loane et on m'a beaucoup vendu ces dernières années ces concours d'éloquence. On m'a dit que c'était une bonne chose pour le futur, pour nos futurs métiers, pour nos futures études. Nous sommes deux lycéens qui avons eu l'occasion de participer à ce concours, puisque l'année dernière, nous avons participé à un autre concours dans notre lycée et nous nous sommes dit pourquoi pas participer à celui-là. En effet, cela permettrait de nous améliorer dans notre élocution et ça serait une opportunité de rencontrer du monde, d'échanger et de sociabiliser. Mon frère Mathis a décidé donc d'incarner l'intelligence artificielle afin de défendre l'authenticité artistique, alors que moi j'incarne un artiste et au contraire je suis contre le fait que l'intelligence artificielle signera la fin de l'authenticité. Je suis contre le fait que l'intelligence artificielle ait sa place dans l'art. Bonjour, je suis Christian Tsayur Mbang. Je participe à ce concours parce que je veux découvrir un nouveau monde, je veux me confronter à d'autres avis. Et on est en démocratie, il faut discuter, il faut débattre. Débattre, c'est justement ce qu'il faut faire pour ne pas se battre. Et aussi une pensée à mon récent ami, Pilamoine, et aussi à toute l'équipe qui l'organise, je dis grand merci. Donc à nous revoir très bientôt dans la grande salle pour le concours. Au revoir. Elle crée des chefs-d'œuvre en quelques secondes. Mais ces œuvres sont-elles authentiques ? Sommes-nous témoins d'une révolution ou d'une trahison de l'art humain? Cette question te fait vibrer. Nous lançons un concours d'éloquence inédit. L'IA signe-t-elle la fin de l'authenticité artistique? D'inventer, de sculpter et d'écrire avec une précision fulgurante. D'autres redoutent une perte d'authenticité artistique, un art fabriqué par des algorithmes, sans le ressenti de l'homme et sa perception. Est en train de détruire toute forme de créativité. Peut-on vraiment espérer qu'une machine capte la profondeur de cette eau vive? Cette copie sur 14 aurait été écrite à l'aide de l'application ChatGPT. Certains y voient une forme d'évolution, de progrès, une capacité d'ouvrir les portes de l'art à tous et la création à tous. D'autres redoutent une perte d'authenticité artistique, un art créé par des algorithmes plutôt que ressenti par les émotions d'un artiste et d'un être humain. C'est un robot un peu idiot, c'est un robot qui se contente de répéter toujours la même chose. Mais là, ce n'est pas seulement une image ou une mélodie, c'est ce ressentiment, cette émotion, cette expérience unique. L'IA peut imiter, mais elle ne peut pas ressentir. L'IA n'est qu'un outil, elle n'est pas un artiste. Du moins, de 14 participants, l'intelligence artificielle doit-elle remplacer ou simplement enrichir l'art? L'IA est-elle le créateur ou l'imposteur? Merci pour ces applaudissements que je vais prendre pour moi et pas pour la vidéo. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux d'ouvrir ce concours d'éloquence organisé par l'association La Voix aux Jeunes, un événement qui s'inscrit dans le cadre d'un événement national qui s'appelle le Printemps des Poètes, que nous aimons organiser à Fontainebleau puisque c'est l'occasion de faire rencontrer, de donner envie aux plus jeunes d'être en empathie, de converser avec notre belle langue française. Il y avait d'ailleurs, pour celles et ceux qui étaient passionnés par l'orthographe, une grande dictée la semaine dernière. Nous attendons avec impatience les résultats pour pouvoir donner évidemment le prix à celle ou à celui qui aura fait le moins de fautes à cette magnifique dictée organisée par la ville. C'est bien notre rôle, le rôle d'une collectivité, d'encourager à l'apprentissage, de soutenir
les événements qui visent à développer la culture sous un format ludique. Je voudrais remercier et surtout féliciter Benjamin Pilavoine, qui est dans la coulisse, mais il ne va pas tarder à venir. Benjamin qui était à l'origine de ce concours, qui en est à sa 3e édition aujourd'hui, et on voit que d'année en année, ça se professionnalise, bravo, de plus en plus, on va dire, de décorum et de protocoles sont organisés pour faire de ce concours une vraie réussite et un concours au niveau de plus en plus relevé. Merci également aux membres du jury qui vont avoir la lourde tâche de départager celles et ceux qui vont se présenter devant vous et qui vont devoir vous démontrer leur qualité oratoire. C'est un concours qui est d'autant plus important à nos yeux qu'on se rend compte que de jour en jour, je le dis souvent mais je pense que ce n'est pas inutile de le répéter, à l'heure des raccourcis, à l'heure des formats courts, des formats TikTok, des formats Twitter, de la photo Instagram, il ne faut pas oublier le fond. D'aucuns disaient, un certain Victor H disait que la forme c'est le fond. Lorsqu'il y a de la forme, c'est nécessairement qu'il y a un travail sur le fond. Et avoir des concours comme celui-ci, c'est nous rappeler combien il est important de savoir manier les mots, savoir manier l'intelligence, savoir opposer des arguments. Et ça nous rappelle aussi que le débat est riche dans une société. Une société sans débat, c'est une société où on entend le bruit des bottes. On ne naît pas poète, mais on devient orateur. J'espère que les 14 candidats qui vont se présenter devant vous vont vous démontrer tout le talent qui est le leur, et aussi peut-être le talent de celles et ceux qui, tout au long de l'année, leur transmettent leur savoir. Merci aux professeurs qui consacrent leur temps à les faire monter en compétences et en connaissances. Merci, très belle soirée. Merci, monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les membres du jury, chers participants, chers professeurs et chers Benjamin. C'est un grand plaisir de vous retrouver pour cette 3e édition de concours d'éloquence qui devient un rendez-vous incontournable de notre circonscription. Depuis sa création, Frédéric Valtou et moi avons tenu à accompagner cette belle initiative, convaincus de l'importance de l'éloquence, tant pour la jeunesse que pour la démocratie. Chaque année, une visite de l'Assemblée nationale est organisée pour les participants, afin de leur faire découvrir le cœur battant de la démocratie française. Cette année encore, nous aurons le plaisir de partager ce moment avec vous après le concours. L'éloquence est bien plus qu'un exercice de style. C'est un outil puissant pour convaincre, rassembler et influencer les décisions. À l'Assemblée nationale, comme dans la société, une idée forte ne vaut que si elle est bien exprimée. Les participants de ce concours, à l'image des députés lors des débats parlementaires, doivent défendre un point de vue, argumenter et persuader un auditoire. Cet exercice met en lumière des qualités indispensables pour tout citoyen engagé. Je mesure pleinement l'exigence de l'art oratoire en politique. Clarté, précision et maîtrise sont essentielles pour être entendus et avoir un réel impact. Cette année, le sujet choisi est particulièrement passionnant. Une question qui nous interpelle tous, tant l'intelligence artificielle bouleverse notre rapport à la création et à l'innovation. Ce débat est d'une actualité brûlante, alors que la technologie transforme l'art et interroge notre perception de l'authenticité et de la vérité. Je tiens à saluer l'engagement des candidats qui vont s'emparer de cette question avec audace et intelligence. Je veux féliciter tous les participants pour leur courage et leur investissement dans cet exercice exigeant. Peu importe l'issue du concours, chacun ressortira grandi de cette expérience. Belle soirée et beau débat. Mesdames et messieurs, bienvenue. Bienvenue dans ce haut lieu de la culture où l'éloquence prend ce soir toute sa mesure. Avant tout, merci à M. Gondard et à la mairie de Fontainebleau de soutenir cet événement depuis 3 ans. Merci à la mairie de Saint-Pierre-et-Nemours d'avoir cru en nous et de nous avoir permis il y a 3 ans de lancer cette initiative. Merci à Frédéric Valtou de nous soutenir, d'offrir l'opportunité à ces jeunes d'accéder au plus haut lieu de l'éloquence, l'Assemblée nationale. Merci ensuite à nos partenaires. Cette année, je remercie les cinémas de Fontainebleau et en particulier le Ciné Paradis,
Areas de Montreux qui nous soutient annuellement, comme chaque année, par ses dons et son aide en matière d'assurance, évidemment. À Intermarché Fontainebleau, à peine installés, ils ont immédiatement répondu à l'appel pour soutenir les initiatives locales. Alors merci à eux. Si ce soir vous pouvez boire un coup, c'est en partie grâce à eux. À la fromagerie Comtard, fromagerie de Saint-Pierre-les-Nemours, qui nous soutiennent chaque année, en particulier en offrant des lots à nos jurés. À Volcanagul, de BSK Immobilier, rencontré grâce à d'autres engagements, nous avons pu discuter et c'est cette fibre pour la jeunesse qui l'a conduit à nous. Il offrira ainsi ce soir l'un des lots aux gagnants. À l'Aigle Noir de Fontainebleau, qui nous soutient également annuellement, le concours n'étant plus uniquement sur Fontainebleau, nous avons dû étendre nos partenariats, toujours avec la volonté de mettre en avant notre Sud Seine-et-Marne. Alors merci à eux de nous accompagner, notamment pour les lots du concours d'éloquence sur la COP 16, qui se déroulera en avril au Consulat Général de Colombie. À l'éditeur L'Extenso, certains d'entre vous connaissent, d'autres pas. Il est l'un des plus importants éditeurs de manuels de droit, alors merci à eux de nous suivre annuellement et notamment pour le Consulat de Colombie. Merci évidemment au théâtre municipal de la ville et à la mairie, permettant la mise à disposition du théâtre, mais également l'offre de l'eau pour nos gagnants. Merci à Révolte-toi Sorbonne, association d'éloquence sorbonnarde, permettant la formation à prix réduit en Sorbonne pour nos participants. Merci à l'association Henri Capitan pour les lots aux vainqueurs présents ce soir. Merci enfin à vous, cher public, à vous, chers participants, et à vous, chers enseignants. Car sans vous, ce concours ne pourrait perdurer, car sans vous, vos élèves n'auraient pas cette opportunité de s'exprimer sur le parquet du théâtre. Car sans vous, nous ne pourrions pas continuer à faire grandir cet événement. C'est grâce à vous que le Consulat de Colombie nous fait confiance cette année et que ce concours continue de perdurer. Ce concours réunit les esprits les plus affûtés du bassin Sud Seine-et-Marne. Ces étudiants formés à la Sorbonne grâce au soutien de la mairie de Fontainebleau, ils sont ici pour défendre une idée, convaincre, émouvoir et peut-être nous faire douter de nos certitudes. Le sujet qui nous occupe aujourd'hui est brûlant d'actualité. L'intelligence artificielle signe-t-elle la fin de l'authenticité artistique? La question touche au cœur même de la création. L'art est-il l'expression irremplaçable d'une sensibilité humaine ou peut-il naître du calcul froid d'une machine? Et ce calcul est-il vraiment sans âme? Platon nous mettait déjà en garde contre l'illusion de la mimésis, cette copie du réel qui nous éloigne de la vérité. Et aujourd'hui, les algorithmes n'imitent plus seulement le monde, ils le recomposent, le transforment, prétendent même le réinventer. Certains parlent d'une contrefaçon de l'art, comme une forme de caricature de nos savoirs, d'autres parlent d'un progrès, d'un accès libre à la culture. Mais peut-on parler d'art sans intention, sans doute, sans cette fragilité qui fait la grandeur du geste humain? Nietzsche affirmait « Il faut porter en soi un chaos pour enfanter une étoile dansante. L'IA peut-elle vraiment créer si elle ne connaît ni le chaos, ni le doute, ni l'élan vital? Ou bien serait-elle l'outil ultime, un pinceau d'un nouveau siècle, ouvrant à l'artiste des horizons inexplorés ?» C'est à ces questions que nos orateurs vont tenter de répondre ce soir. À eux de nous convaincre, de nous surprendre, de nous emmener au-delà des évidences. Car si l'IA peut aujourd'hui générer des discours, elle ne saura jamais les déclamer avec la passion, la force et l'émotion de celles et ceux que nous allons entendre ce soir, et vraisemblablement, elle ne saura pas prendre position. Toutes ces joutes qui auront lieu ce soir seront jugées par un jury d'exception. Frédéric Valtou, notre député de circonscription et ancien ministre de la Santé, sera représenté ce soir par Madame Villegrain, suppléante à la députation. Elle permettra un éclaircissement sur l'éloquence et sa nécessité, et elle a pu le découvrir au cours de ses travaux parlementaires. Jean-Christophe Châtaignier, associé chez Ozena, spécialiste évident de l'art et de l'histoire de l'art, apportera une vision critique vis-à-vis des IA et de leur impact sur ce domaine. Philippe Dupichot, président du Collège de droit de la Sorbonne, avocat, consultant et président de l'association Henri Capitan, pourra apporter un point de vue juridique sur les évolutions prochaines de l'intelligence artificielle. Volcanagul représentera notre territoire. Il est l'un des agents immobiliers les plus importants sur celui-ci. Il est également adjoint à la mairie de Nemours et partenaire direct du concours. Sa présence ce soir permettra de représenter l'ensemble de nos partenaires, mais également la jeunesse, de par ses engagements, et l'art comme l'éloquence, de par sa profession. Gwenaëlle Claire, adjointe au maire, par son rôle dans la vie universitaire, représentera parfaitement l'ensemble de la vie étudiante. Elle sera jugée de leur position. Et Antoine Ingold, enfin, adjoint au maire, représentera le rôle de la participation citoyenne ce soir et son importance. Alors encore merci à vous.
Merci à nos bénévoles et désormais place au verbe, place au talent, le meilleur l'emporte. Et rappelle-nous les élèves de lycée pour commencer. Imagine une grande peinture avec des couleurs orange, bleu et rose par moments. Les courbes et les traits sont comme des dessins que tu fais avec tes crayons, mais ici, ils sont plus saturés, plus brillants. Tu peux sentir l'odeur de l'aquarelle. C'est une odeur douce, sucrée, mais parfois, ça peut chatouiller un peu ton nez. Et si tu écoutes bien, tu entendras le frémissement des poils doux du pinceau qui effleure la toile. C'est un son si calme, apaisant, comme un petit chuchotement. Qu'est-ce que c'est pathétique. Vous avez l'esprit complètement amorphe, ma parole, parasité par des rêveries. Et tandis que vous rêvassez, regardez de près ces créations. Où est la finesse du trait? Où est la rugosité d'un pinceau hésitant? La vie cachée dans un regard esquissé à la main. L'IA, dans son arrogance mécanique, uniformise, lisse, banalise. Les textures deviennent fades, les ongles artificiels, les imperfections et cette humanité palpable dans chaque œuvre disparaissent sous l'automatisme, sans réflexion. L'IA prétend perfectionner, mais elle ne fait qu'aplatir, anéantir toute nuance. Mais qu'est-ce que vous racontez? L'art, c'est avant tout un moyen d'expression, une façon de transmettre des émotions, une idée, une vision du monde. Il peut être beau, choquant, engagé, mais il a toujours une intention. L'IA, elle, est un outil. Elle ne pense pas, ne ressent pas. Elle se contente d'imiter ce qu'elle a appris à partir de milliers d'exemples humains. Dire qu'elle met fin à l'authenticité artistique, ce serait comme dire que le pinceau remplace le peintre. L'IA n'est qu'un outil, comme un crayon, une caméra ou un instrument de musique. Elle est un moyen et non une finalité. Ah mais oui, c'est vrai, c'est mieux. Ce nouvel outil réduit l'art à une production industrielle, un flot ininterrompu d'images, vide, fabriqué en une fraction de seconde. Enfin, on peut se débarrasser des artistes qui passent des années à perfectionner leur style, à exprimer leurs émotions, à injecter leur âme dans leurs œuvres. Trop long, trop compliqué. À quoi bon, franchement? Maintenant, on appuie sur un bouton et hop, une création surgit comme par magie. Peinture, roman, musique, tout est généré en quelques secondes, sans effort, sans émotion, sans histoire. Génial, non? Je suis sûr que c'est ce que voulait suggérer Victor Hugo lorsqu'il disait « La forme, c'est le fond qui remonte à la surface ». Nous savons tous que chaque innovation technologique a soulevé des inquiétudes quant à l'avenir de l'art, mais aucune n'a supprimé la créativité humaine. L'imprimerie n'a pas ôté son authenticité à la littérature, elle l'a seulement rendue plus accessible. De même, l'IA permet à chacun d'expérimenter des styles, des couleurs, des sons, démocratisant ainsi l'accès à la création. Regardez, la photographie n'a pas tué la peinture, elle l'a transformée. Sans elle, des artistes comme Manet n'auraient peut-être jamais exploré l'impressionnisme. L'ordinateur n'a pas détruit la musique, il a permis l'électro, ouvrant la voie à des créateurs comme Daft Punk. L'IA suit cette logique. Elle ne remplace pas l'artiste, mais lui offre de nouvelles possibilités. Bien sûr, c'est une évidence. L'intelligence artificielle ne menace en rien l'authenticité artistique. Après tout, quoi de plus authentique qu'un algorithme qui recrache des œuvres en quelques secondes, sans moins d'intention, émotion ou sueur de l'artiste? Et puis, soyons sérieux, qui a encore besoin d'émotion dans l'art? Qui s'intéresse encore au vécu d'un artiste, à ses souffrances, à son regard unique sur le monde? L'IA, elle, ne s'embarrasse pas de toutes ces futilités humaines. Elle produit, elle imite, elle répète. Et franchement, quoi de mieux qu'un art parfaitement calibré, bien formaté, sans aspérité ni surprise? L'IA, cette grande bienfaitrice,
nous libère enfin de l'ennui de la création artistique humaine, trop lente, trop imprévisible, trop humaine. Et l'originalité, me direz-vous? Oh, mais qui a besoin d'originalité? Après tout, l'IA ne fait que recycler ce qui existe déjà. Alors oui, on aura des tableaux dans le style d'eux, des romans inspirés d'eux, des musiques qui ressemblent étrangement à tout ce qu'on connaît déjà. Mais sans le génie, sans la révolte, sans l'inattendu. Vous critiquez l'IA en affirmant qu'elle produit des œuvres froides et mécaniques. Mais est-ce l'outil qui fait l'artiste? Une guitare seule ne crée pas de musique. Un appareil photo seul ne capture pas d'émotion sans le regard du photographe. Eh bien l'IA, de la même manière, ne crée rien sans intention humaine. L'authenticité ne repose pas sur la méthode employée, mais sur l'émotion et le message transmis. L'IA ne peut ni ressentir, ni exprimer un vécu personnel. C'est l'artiste qui lui insuffle une âme et une intention. Bon. Même en admettant qu'elle n'ait pas encore remplacé l'artiste, qu'est-ce qui nous empêche de croire que elle ne le fera pas plus tard? On ne s'en sera même pas rendu compte que... Hop, plus d'art, plus d'artistes, plus de critiques d'art, plus d'art, trop... Bon, non, ça au final, ça peut disparaître. Non, car plus sérieusement, à quoi sert l'art s'il n'est pas la destination de l'homme? Moi je vous le dis, à rien. Avec personne pour le contempler, l'art est voué à disparaître. Mais pour sauver l'art, nous avons une solution magique. Il ne reste plus qu'à programmer des IA pour apprécier l'art généré par d'autres IA. Pendant que nous, humains inefficaces, pourrons nous concentrer sur des tâches plus essentielles, je dirais même des tâches cruciales, déterminantes pour le développement de l'homme, Ah, je sais, scroller sans fin sur des plateformes qui nous vendront des œuvres impersonnelles sous couvert de modernité. Ah, moi je vous le dis, l'avenir s'annonce radieux. Fini l'art authentique, place à l'ère du copier-coller algorithmique, où chaque tableau, chaque roman, chaque morceau de musique ne sera rien d'autre qu'une jolie coquille vide, parfaite pour un monde qui ne s'embrasse plus de profondeur. Mesdames, messieurs, l'histoire nous l'a déjà montré. L'art ne disparaît pas, il évolue. Aujourd'hui, l'IA est un nouvel outil, et demain, d'autres technologies surgiront, changeant encore notre manière de créer. Peut-être que les artistes de l'avenir peindront avec la pensée et composeront avec des ombres, ou même sculpteront des formes dans la lumière. Mais quoi qu'il arrive, l'essence de l'art restera la même. Un témoignage de notre humanité, de nos émotions, de notre regard sur le monde. L'IA ne remplace pas l'artiste. Elle lui ouvre des portes vers des horizons encore inexplorés. Loin de tuer la créativité, elle l'invite à se réinventer. Et l'avenir appartient à ceux qui osent imaginer. Mesdames et messieurs, laissez-moi vous déclamer un poème de ma production, d'une exquise qualité, et qui saura, je l'espère, rassasier vos oreilles engourdies par la prestation de nos adversaires. Mon poème s'intitule « L'art est humain ». Au sein d'une immense salle blanche, deux formes. La première s'appelait donc humanité, la seconde était notre IA tant adorée, et entre elles se tenait un buffet énorme. L'une bouffie, portait sur la tête une tiare, les joues rouges. L'autre statique et argentée, les yeux rivés au chevalet sur la tablée, attendant son heure de gloire, l'œuvre d'art. Mais la guerre faisait rage, cher auditoire. Toutes deux propriétaires de création, aussi brillantes et parfumées qu'un calisson. Accroupies dans un coin noir, Dieu bouffa de rire. « IA, dit-il, cher ami, lève-toi et sors. Pour jouer, on devrait te coudre la tête et les mains d'une amie. » Rejeter, congédier, limoger, ostraciser notre chère intelligence artificielle ne serait pas à la hauteur. En effet, à hauteur d'homme, aussi haut que soit ce besoin, cette envie, cette obsession du progrès.
Mais que reste-t-il d'humain dans ces programmes informatiques dont le seul dessein est de simuler l'intelligence humaine? Oui, je vous le demande, cher auditoire, cher jury, que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours où seul l'art, telle la réflexivité incarnée, permettait à l'humanité de se contempler? Au miroir, mon beau miroir, où l'homme se cherche, où est mon reflet? Je ne vois rien, et pourtant je cherche le sens. Il n'y a rien, rien que cet écran. Et moi, écran de fumée noire. L'art est mort, et le sens de la vie, que nous y cherchions aussi. Rien, le vide. Et puis au vide, j'ai survécu. J'ai cru. Une forme, des couleurs, des fleurs, mes funestes dessins. Il ne me restait plus qu'à suivre la sinistre et sombre voiture noire jusqu'à ta tombe où je lisais Sigillard dans la fleur de l'âge, alors qu'il pensait encore avoir le temps, dépossédé de son authenticité. Il est mort, et avec lui s'est brisé le miroir qu'on ne promènera plus le long des routes. Si j'étouffe un peu cet élan lyrique qui m'anime et de cette mort inéluctable me ranime, ravive le feu des mots, les choses sont finalement assez simples, chère auditoire. Si l'art, dans son authenticité, c'est-à-dire dans sa vérité, est une réponse aux questions que l'homme se pose sur le sens d'être de son existence, on voit mal comment l'IA pourrait se substituer à un artiste dont le but même est de sonder la nature humaine. L'homme n'est-il pas le seul à pouvoir s'interroger sur lui-même? Si, comme l'écrivait André Gide, l'art commence là où vivre ne suffit plus à exprimer la vie, l'art ne meurt-il pas là où finit l'esprit humain? Oui, l'art est humain. Humain, trop humain, certains me diront. Mais il est fait de chair et d'os, de rouille et de fêlure, qu'aucune intelligence artificielle ne pourra jamais sonder et exprimer. Au fil de l'eau et de mes mots, moi, humaine, jamais tu ne me déposséderas du nectar de la création. Jamais. Qui, ici même, dans ce formidable théâtre de Fontainebleau, pourrait affirmer fièrement qu'il se connaît vraiment? Certains auront la présence d'esprit de me répondre. Si nous n'en sommes pas capables, alors qui le pourrait? Permettez-moi quelques instants de vous montrer l'ignorance partielle de vous-même dont vous souffrez, hélas, trop fréquemment. Votre fluctuante estime de vous-même vous pousse à faire toujours trop simple ou trop compliqué, à vous penser brillant sans pour autant que les yeux de vos pères n'étincellent, à penser inébranlable sans imaginer qu'oublier son manteau en ce frais mois de mars vous clouera au lit peut-être une semaine. Qui pourrait vous rappeler que même en avril, on ne se découvre pas d'un fil, que l'incantation tant usitée au talent n'occasionne, hélas, que bien trop rarement un 17 en philo. Certains diront mère, d'autres les copains, d'autres encore l'assistant le plus puissant du marché, j'ai nommé le seul et unique ChatGPT. Car oui, vous l'aurez compris, être juge et partie de notre condition n'apporte qu'illusion, inéluctable déception. J'entends les amateurs de définitions droites, belles, propres et suffisantes, mais l'art par nature ne peut se définir. Certains s'accrocheront éternellement à ces généralités. L'art pour l'art. L'art n'est pas utile, balayant de fait des siècles d'art engagé, d'œuvres réalisées pourtant pour parer à la contrainte du coût de la vie, par exemple. Notre cher président risque, en combattant si vivement l'inflation, de tuer les Balzac sommeillant en chacun de vous. Que dis-je? Chacun de nous. Ces superbes prestations oratoires dont vous avez la chance, l'honneur d'admirer ce soir, sont pour la quasi-majorité motivées par les quelques 150 € tant espérés dans notre immense détachement matériel, Léa et moi. Bien sûr, nous n'avons que faire de ces quelques deniers. Mais bon, même dans notre cas, l'art est toujours utile rien que dans sa création, rien que dans son principe même de produire une création. Nous pouvons convoquer le Bauhaus, un mouvement avant-gardiste allemand qui a affronté le design, une forme d'art par essence pratique, et dont les œuvres d'art ont également servi à chauffer les chaumières nationales socialistes dans les années 30.
S'affranchissant de toute norme, l'art est donc bien trop libre pour être hors d'atteinte du grand changement qui s'augure, de cette violente révolution culturelle. Ne nous laissons pas voler nos mots par des fous, dirait le grand éclairé Aurélien Barraud. Vous voyez ce chevalet? Ce support servant à tenir à la hauteur voulue l'objet sur lequel on travaille? Regardez-le. Il est fait de morceaux de bois, assemblés les uns aux autres afin de servir un seul et unique dessin, tenir une toile à la bonne hauteur. Il est fait pour cela. Il a été conçu pour cela. Il a été produit selon un plan préétabli. Nulle erreur possible, nulle surprise aussi. Rien de nouveau sous le soleil, me direz-vous. Eh bien si, parlons-en du nouveau. Quelqu'un aura-t-il l'audace, ici, dans cette salle, de me dire qu'il a été créé? Quelqu'un aura-t-il l'audace de me dire que ces sièges ont été créés, que ce pupitre a été créé, que ce stylo est le fruit d'une création? Non, ils ont tous été produits et fabriqués comme en réponse à autant de besoins spécifiques. Rien de nouveau que du prévisible. Un siège pour s'asseoir, un stylo pour écrire. Mais je vous le demande, pourrait-on en dire de même d'une œuvre d'art, d'un roman, d'un poème, d'une peinture, de ce théâtre, de notre beau château de Fontainebleau et de son escalier majestueux? Non, car tous ont un point commun, ils sont le fruit d'une liberté créatrice. Parfois certes prisonniers, le plus souvent de la physionomie d'un modèle ou de technique de réalisation, mais ils surprennent même leur créateur, ils surgissent à mi-chemin entre l'inspiration et la vision. Ils vivent et meurent au gré des envies. Nul ne peut les prédire et c'est ce qui fait leur force. Comment alors une intelligence artificielle pourrait-elle s'emparer de cette liberté et créer du nouveau? Non, l'IA fabrique, elle produit en réponse à nos questions, mais elle ne crée pas. Et ne nous livrera jamais à l'ivresse du champ des possibles qui nous rend vivants, qui nous rend hommes. Jamais. Fight, 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 scanderaient quelques primates américains. Le temps n'est plus à tergiverser, s'accrocher désespérément à l'illusion que ce chat si malicieux ne produira jamais d'art, alors qu'il est en passe d'y parvenir. Sinon, pourquoi serions-nous ici ce soir? Yann n'est donc peut-être pas encore assez capable, elle apprend, elle se construit, qui considère un vulgaire coloriage de Matanel comme une réelle œuvre d'art. Mais comment pouvons-nous affirmer dès aujourd'hui que l'IA, plus tard, en sera capable? Eh bien, tout simplement en s'intéressant à la volonté de ces opulents créateurs. Nos généreux, si généreux Prométhée modernes ont offert à l'humanité d'un geste si noble un briquet et assez de gasoil pour immoler nos consciences. Vous me direz, à 1,7 le litre, heureusement qu'ils sont au minimum milliardaires, ces opulents créateurs. Ils ont fait cette créature, à leur image, dépourvue de bon sens, prête à tout, égoïste, cherchant vainement à être toujours plus, profondément humaine, me direz-vous. En effet, le mythe de la technologie neutre court à sa fin. Notre intelligence artificielle est destinée à s'affranchir de tout contrôle. Elle sert dès lors ses propres intérêts, nous utilisant comme données brutes, nous offrant l'ultime privilège de converser avec notre successeur, notre geôlier, dessinant peu à peu une cage confortable, nous abrutissant, en nous soulageant de notre dernière liberté, celle de penser. Mais, vous me direz, dans un dernier élan d'une vénale réflexion humaine, en échange de quoi nous nous offrons? D'un espoir insensé de penser un monde plus juste, un monde meilleur, notre raison nous perdra. Certains diront, et là, dans tout ça, eh bien, il n'y en aura plus vraiment, ou du moins un nouvel art, le seul, l'unique, l'officiel, celui de l'intelligence artificielle. Il sera beau, il sera bien, car nous ne serons plus en mesure de le penser autrement. Vous rentrerez chez vous, vivrez la vie jour après jour, nuit après nuit, tâchant d'oublier ces quelques constats dérangeants, profiterez du beau temps, idéal pour se pendre, aurait dit oncle Vania, et observerez avec effroi cette tumeur se répandre dans vos villes, dans nos campagnes, jusque dans vos maisons, dans les devoirs de vos enfants, dans vos habitudes, dans votre travail, et quoi que vous y fassiez, cela se fera. Choisissez, je vous y exhorte,
La vérité de la réalité, si dure soit-elle, la pilule bleue n'a jamais, au grand jamais, résolu quoi que ce soit. Bref, bon retour auprès d'une humanité qui a perdu la vérité d'ici, dans sa soif d'un ailleurs fantasme. Mon cher Clément, j'entends et je consens, mais si j'approuve, je réprouve l'idée même d'un art standardisé qui se contemplerait dans sa pseudo-modernité. Et en effet, si je vous suis et poursuis votre idée, l'IA signerait la fin, sinon de l'authenticité de l'art, mais plutôt du sens qu'on voudrait bien lui donner. La question ne serait plus tant de questionner l'authenticité artistique dans cette ère de l'intelligence artificielle que d'en renouveler le sens. Si nous considérons l'IA générative, que l'IA générative inspire les artistes et les libère en quelque sorte de certaines tâches liées à la technique, si nous la limitons à cela, alors ne pourrions-nous pas voir dans l'IA une nouvelle muse de la création, de la créativité qui ne remettrait plus en question la liberté de l'artiste? Si oui, alors je dis, amusons-nous, mesdames et messieurs, chers jurys, amusons-nous et prenons-nous au jeu de l'art et du hasard, mais sans jamais compromettre, sans jamais omettre notre humanité. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs du jury, cher public, regardez autour de vous. Vos téléphones, vos écouteurs, le micro. La technologie imprègne notre existence. Et aujourd'hui, elle s'aventure sur le terrain de l'art. Devons-nous en avoir peur? Non. Non. Car souvenez-vous de ce dessin maladroit, mais sincère que vous avez créé, enfant. Était-ce le crayon qui dessinait, ou était-ce vous? La question est absurde, n'est-ce pas? Eh bien, c'est la même chose pour l'intelligence artificielle. Monsieur Dipichot, vous présidez le collège de droit, et vous savez très bien qu'une plume n'écrit pas les lois. Madame Villegrain, en tant que suppléante députée, un micro ne vous vole pas les discours. En définitive, l'intelligence artificielle est un outil, pas un créateur, ex nihilo. L'intelligence artificielle avale, digère et recombine le patrimoine artistique créé par des millénaires de civilisation humaine. Néanmoins, sans nous pour la guider, ces machines restent muettes, inertes. Écoutez Socrate, dans le Phèdre de Platon, le dieu Teute, scribe des dieux, présente au roi Thamos l'écriture. Et Thamos craint qu'elle ne supplante la pensée. Et devons-nous encore redouter que l'écriture ait tué la pensée aujourd'hui? Il serait abject d'avoir une telle pensée, de vivre une telle peur, puisque l'écriture n'a point tué la pensée, elle l'a magnifiée, amplifiée, pérennisée. L'intelligence artificielle, mesdames, messieurs, est à l'art ce que le microscope est à la science, un outil qui étend notre vision et non qui la remplace. Cependant, un village d'irréductibles Gaulois récalcitrants résiste encore et toujours aux légions romaines du progrès. Il proclame la mort de l'art, le crépuscule de l'anticité. L'intelligence artificielle ajoute une nouvelle province au royaume de l'art. Mon cher contradicteur, qui manifestement aimerait être au collège de droit, vous auriez peut-être dû, afin de faire se peut, connaître quelques notions de base en ce qui concerne la causalité. Pour être l'auteur d'une œuvre, il faut un lien de causalité direct et certain entre cet auteur et cette œuvre. Alors il nous parle d'instruments. Il nous dit que l'intelligence artificielle n'est pas un créateur ex nihilo, donc il faudrait une intention qui la précède. Mais vous oubliez qu'avec ce type de raisonnement, on peut faire remonter cette intention, cette impulsion créatrice, infiniment dans la chaîne causale. Le véritable auteur de votre plaidoirie, est-ce vous?
ou vos parents, sans qui votre naissance et donc votre parole n'existeraient pas. À la fin, on finirait par dire que le véritable créateur ex nihilo, le véritable artiste, le créateur de tous les créateurs, la suprême impulsion créatrice, c'est Dieu. Non, le seul moyen de déterminer qui est l'auteur, qui est l'artiste, et de savoir qui a le lien causal le plus important. Or, pour ce qui est de l'intelligence artificielle, 99% du travail de création est fait par l'algorithme. Autant vous dire que vous n'y êtes pour quasiment rien dans le résultat final. La plume ne fait pas la loi, le micro ne fait pas le discours, certes, parce que la plume et le micro ne servent qu'à retranscrire un message dont nous sommes la première cause. Ce message que nous transmettons porte en lui notre humanité, notre individualité. S'il ne porte plus cette spécificité du moi, il ne peut y avoir d'authenticité. Il n'y a plus d'authenticité lorsque l'œuvre peut être générée par n'importe qui, à n'importe quel moment. Le véritable artiste, c'est la machine, pas vous. L'intelligence artificielle a peut-être une dimension humaine, mais elle n'est pas le résultat de votre humanité. Pardonnez notre Drago Malfoy juridique. Il semble avoir confondre sa baguette avec le code civil, mais vous lui en tirez rigueur. Voyez-vous, monsieur Tournafond, professeur Tournafond, l'art n'est pas une affaire d'arithmétique causale. Mesdames et messieurs, qu'est-ce que c'est l'authenticité artistique? Si ce n'est la congruence entre l'intention de l'artiste et sa réalisation. Prenons un exemple. Marcel Duchamp, 1917. D'un geste provocateur, il prend un urinoir, le renverse, y inscrit un pseudonyme et le présente comme une œuvre d'art, sous le titre Fontaine. Ma foi, quel affront magistral, quelle provocation sublime! Cet objet trivial, ce réceptacle de fiente, cette vulgaire porcelaine, et voilà qui devient une œuvre d'art. À la seule volonté de l'artiste. Qu'importe que la matière soit du marbre sculpté par Phidias ou des pixels avancés par l'algorithme, si l'intention de l'artiste est là, l'authenticité ne disparaît pas, elle se transforme. Remercions Lavoisier de la formule. Mais alors, j'entends déjà les cordes vocales de mon contradicteur se tendre comme l'arc d'Ulysse, prêt à décocher ses flèches rhétoriques. Il tire donc. Mes arguments sont parés d'une armure d'airain forgée par Héphaïstos lui-même. Mais ce que je me dis, c'est que si c'est l'intention qui prime, il n'y a pas besoin de ça. Il pourrait vous parler. L'intention seule compterait. Non, vous savez très bien que vous avez besoin d'une plaidoirie préparée, de mots formulés, de pensées réfléchies. Parce que c'est ça, l'art. C'est pas seulement l'intention. L'horloger serait donc défini par ses montres, l'agriculteur par ses produits, le professeur par son cours. Mais oh, bizarre, l'artiste, lui, il est défini par son intention. Non, on ne définit pas l'art par l'intention, on le définit par l'effet, par le produit, par le résultat obtenu. Vos latrines ne sont pas un chef-d'œuvre, peu importe à quel point leur installation fut motivée par une intention artistique. Mais donc, qu'est-ce que l'art? Parce que oui, moi je vais tenter une définition, et je ne dis pas qu'elle est générale, non, elle est très précise. L'art, c'est la représentation par l'émotion, c'est susciter l'émotion au service d'une représentation. On a donc une double composante dans l'art. Tout d'abord, il faut être capable de représenter quelque chose, être capable de créer une œuvre qui nous transporte vers l'extérieur, qui permet d'échapper à nous-mêmes, qui permet de décrire des latitudes inconnues à notre âme, des pays inconnus à nos yeux. On se représente en se figurant une plage, un amour, une tombe ou un discours. En un mot, en art, il faut découvrir. Mais cette découverte ne peut pas passer simplement par la description. Non, elle a besoin d'une deuxième composante, l'émotion. Cette représentation doit maintenant faire appel à moi, à mes souvenirs, à mes peurs, mes envies, mes désirs, mes craintes. L'œuvre doit faire appel à tous ces sentiments qui sommeillent en moi et qui n'attendent pour être réveillés que la confirmation que nous partageons comme des frères, cette même émotion, cette même humanité. La peur des passagers du radeau de la Méduse, ça doit être la même peur que vous verrez dans les yeux des orateurs qui bafouillent. Aujourd'hui, ce qui permet la représentation par l'émotion est de moins en moins humain, de plus en plus artificiel. Les crucifix, placés dans les églises,
qui permettaient aux hommes de se représenter l'idée du divin par le partage de la souffrance ont été remplacés par les films et la photographie. De l'artiste, on est passé à l'équipe technique, et de l'équipe technique, on arrive progressivement à l'algorithme. Progressivement, le lien humain disparaît, l'intention créatrice s'estompe et laisse place à la machine. Désormais, un bon prompt sur ChatGPT me fera découvrir des royaumes littéraires avec plus de talent, de précision et de capacité représentative que n'en ont jamais eu les écrivains, et je pense que c'est une très bonne chose. J'ai écouté l'homélie du père Tournafond. J'en suis encore un peu ébloui. D'un côté, il y a l'attention, le vil, le néfaste. De l'autre, il y a la matérialité. Oh, le beau, le grand art. Mais monsieur Tournafond, comme vous le voyez, s'insurge avec la même passion qu'il met à se coiffer la mèche blonde le matin. 2 gestes, pourtant d'une authenticité comparable. Mais il y a plus. L'intelligence artificielle offre une promesse inouïe, celle de démocratiser la création artistique. L'intelligence artificielle ne vole pas l'art, elle l'offre à ceux qui en sont privés. Imaginez un enfant qui, handicapé par une malformation des mains, n'a jamais pu tenir un pinceau. Aujourd'hui, grâce à l'IA, ses visions intérieures peuvent enfin prendre forme. Ses rêves, ses ambitions, aussi petites soient-elles. Est-ce moins authentique? Parce que ses doigts n'ont pas touché la toile? Ou est-ce au contraire le triomphe? Le triomphe de l'authenticité humaine, qui transcende enfin les limites de notre chair. Mais les détracteurs de l'IA, ils sont effrayés. On les pousse hors de leur tour d'ivoire qui s'écroule. On leur dit, l'art n'est plus seulement réservé à un domaine d'élite. L'histoire de l'art n'est pas une suite de destruction, mais une suite de métamorphoses. L'imprimerie de Gutenberg n'a pas anéanti la littérature. La photographie n'a pas assassiné la peinture. L'IA n'a pas tué l'authenticité artistique. Alors, quand on vous dit que l'IA tue l'art, souriez et demandez, est-ce que le four à micro-ondes a tué la cuisine? Bon alors, on vous parle de handicap, de démocratisation, forcément, il va nous plaire. Mais il oublie de préciser que sa proposition est au fond une chimère. Et pour la raison qu'il a énoncée tout à l'heure, l'art est défini par l'authenticité, par l'humanité, par l'homme. Or vous savez très bien qu'à partir du moment où l'artiste n'est plus le responsable direct de l'œuvre, vous serez le premier à refuser d'appeler ça de l'art. Entre un roman de Marc Lévy et une superbe nouvelle écrite par ChatGPT, j'entends déjà les gens qui vont dire que Marc Lévy est le dernier bastion de la création artistique. Mais donc la véritable question, c'est pourquoi ils cherchent à nous faire croire que l'art serait par essence humain? Parce que c'est un moyen d'oublier que l'art humain est agonisant. Parce que c'est un moyen d'oublier que la photographie a déjà massacré un pan entier de l'art, la peinture. Justement, ils veulent nous faire passer des vessies pour des lanternes, ou plutôt des vessies pour des œuvres d'art. La fontaine. Ils changent la définition de l'art pour pouvoir y faire rentrer, au sacrifice de 2000 ans d'étymologie, des toiles blanches, des cubes posés, des ronds, des godemichets sur la place Vendôme. Oui, vous voulez nous faire rentrer des godemichets dans l'esprit. Parce que c'est une manière pour vous de refuser une triste réalité. L'art humain est déjà mort, l'authenticité artistique a déjà disparu. Si vous êtes vraiment progressiste, niez en bloc que l'art devrait être humain. Faites preuve d'humilité et acceptez que, pour les générations suivantes, les chefs-d'œuvre seront le résultat des machines que nous avons créées. Voilà le plus beau testament de notre humanité. Acceptez que l'élève a dépassé le maître. Cher jury, chère audience, chers amis, concurrents, ceci est une banane. Et ceci, osons croire, une performance artistique. Maintenant, messieurs, dames, si nous accrochions cette banane à un mur avec un ruban adhésif,
et que nous étions, supposons, un artiste italien, Maurizio. On me fait croire que cela serait une œuvre d'art. 6 millions de dollars dépensés en novembre dernier par son acheteur, qui la mange quelque temps après. Je me suis alors dit, mais à quoi bon venir discourir ce soir devant vous si notre intelligence sait déjà se rendre artificielle? L'art signe-t-il déjà son certificat de décès? Surtout, à quoi bon concourir si ce n'est pas pour garder dans vos mémoires l'une des dernières éditions d'un concours sans imposture? Assurément, l'intelligence artificielle, L'IA pour les intimes, née du calcul et de l'apprentissage ad hoc, peint, écrit, compose. Et bientôt, qui sait, elle nous réinventera du Proust. Enfin, sans jamais connaître l'après-Madeleine. sans forme propre, sans rêve, mais gavée jusqu'à l'ivresse, elle compose du Chopin, sans jamais frôler un piano. Et pire encore, elle écrit des recettes sans même savoir faire de pâte à l'eau. L'intelligence artificielle n'est-elle que le carillonneur du progrès? Ou bien sonne-t-elle le glas de l'authenticité artistique? Eh bien, je vais vous dire que l'IA ne fait que prolonger un mal bien plus insidieux, un mal avant même que la machine ne sache imiter nos traits. Nous avons cessé d'être authentiques. Autrefois, l'imagination naissait du vide. Aujourd'hui, nous fuyons ce vide. Nous scrollons, nous cliquons, nous consommons des images pré-mâchées, des récits pré-rédigés, des mélodies formatées, pour quelques, bien entendu, dopamine bien dosée. Nous sommes devenus des spectateurs de nos propres esprits. Nous avons nous-mêmes ciselé notre conformisme. Nous répétons, nous reproduisons, nous recyclons, car nous ne nous laissons plus la place d'être autre chose. Or, l'ennui est le creuset du génie. L'enfant qui s'ennuie invente. Le poète qui erre, rêve. L'artiste qui doute, crée. Dans un monde où l'on est sans cesse tenté de se croire très occupé. Ou à s'occuper. Dans un monde où l'on biberonne son enfant de 3 ans de vidéos de Skibi Toilette sur une tablette, au lieu de faire le don d'un papier et d'un crayon. après qu'il nous revienne nous voir avec un collier de nuit. Dans un monde saturé, où chaque instant doit être comblé, où le vide est suspect, le silence un ennemi, comment naîtrait encore une pensée inédite? Nous accusons déjà l'authenticité en lui mettant un pied dans la tombe. L'IA n'aura plus qu'à l'achever en poussant le second. Mais encore, faudrait-il savoir ce que vous prétendez enterrer? Que l'art subsiste, certainement. Que l'authenticité, dans son essence, soit une quête légitime, soit. Mais l'authenticité artistique, vous prétendez la connaître. Vous avez, ni plus ni moins, été induite en erreur. Son existence est nulle. Un mythe, façonné par les âges, savamment entretenu depuis la première main qui traça sur la pierre l'ombre du bison qu'elle venait abattre. Ni l'humain, ni l'IA ne sont des démiurges. Et que prétend-on par cette fameuse authenticité? Si c'est l'originalité, eh bien... Ah, tenez, monsieur. Citez-moi des œuvres de Shakespeare. Jules César. Il a repris Plutarque. Macbeth. Il a reclé Holyshed. Roméo et Juliette. Il a copié l'italien Bandello. Et pourtant, il est un génie. Pourquoi? Parce que le génie ne se mesure pas à l'authenticité, ni à la taille d'ailleurs. Encore heureux. Si l'authenticité est l'intention, pourquoi un peintre, ressassant son propre style, serait plus authentique qu'une IA suivant un prompt bien sincère? Et si c'est l'émotion? Alors, si un poème généré me bouleverse plus qu'un banal best-seller, sans citer d'auteur, qui est-ce qui plonge dans la posture? Depuis des siècles, on construit l'art sur des piliers qu'on croyait indestructibles. Et voilà qu'une machine arrive, chatouille à peine l'édifice, et nous serions en train de réaliser que tout était déjà bancal. Regardez les puristes. Et au lieu d'imiter toute personne blonde, je vais vous imiter peut-être un présentateur. Disons, ces lanceurs d'alerte, hein, qu'une fois chaque progrès nous promettent la fin de l'art. Ils étaient là quand l'imprimerie a tué la littérature manuscrite. Quand la photographie a assassiné la peinture. Quand le synthétiseur a ruiné la musique. Quand le cinéma a signé l'arrêt de mort du théâtre. Oui, bien sûr. Et pourtant, à chaque fois, l'art n'a pas disparu. Il a muté, il a absorbé, il a riposté. Comme une bête immortelle qui refuse de mourir. Pour citer, monsieur l'organisateur, les Grecs eux-mêmes ne cherchaient pas l'authenticité, mais l'illusion parfaite par un mimésis.
Xeusis peignait des raisins si réalistes que des oiseaux venaient les picorer. Paruxus trompait l'œil humain. L'art n'a jamais été qu'une imitation savante, un jeu d'ombre et de reflets. Si l'authenticité devait exister, et en particulier l'authenticité artistique, elle aurait déjà rendu l'âme 1000 fois, enterrée sous chaque reprise, chaque imitation, chaque hommage, chaque emprunt. Ainsi donc, vous signez ou vous pleurez la fin d'une chose qui n'a jamais eu d'eau. Écoutez, monsieur, au lieu de songer à vos 50 nuances de grec, revenons au présent si vous le voulez bien. L'être humain, lui, n'est pas une simple machine à recopier, car l'art n'existe pas sans celui qui le reçoit. Il n'est pas qu'un assemblage de formes, de couleurs, mais un pacte tacite entre le créateur et son public. Et si ce lien se rompt, que reste-t-il? Prenez Anne van Medergem, en 1937. Son faux Vermeer trompa jusqu'aux experts d'un musée. On acclama alors le génie du peintre, jusqu'à ce que l'imposture soit dévoilée. Et en un instant, le chef-d'œuvre devint mauvais. Une vulgaire toile, sans valeur. Pourtant, elle n'a changé ni d'ombre, ni de lumière. Ce qui s'effondra, ce ne fut pas la beauté du tableau, mais l'aura de son origine. Et demain, quand chaque œuvre pourra être une supercherie, comment regarderez-vous un tableau, un poème, une sculpture, un urinoir avec une signature? C'est original comme argument. Je sais. Et pourquoi pas une Joconde avec une moustache? Quand le doute deviendra la norme, quelle place restera-t-il pour l'artiste? Il y a héros de la confiance, et avec elle, l'authenticité. Quelle qu'elle soit, non pas celle qu'on accorde à l'émotion d'une œuvre, mais celle que l'on plaçait en son créateur. Et à force d'effacer la main humaine, c'est tout le sens de la création qui s'efface avec elle. Un art uniquement généré. À en juger par certains des commentaires de mes prédécesseurs sur scène, et des vôtres, monsieur, nous vivrions déjà sous le règne d'une dictature invisible, où l'IA tiendrait un pinceau d'une main de fer et aurait pété un câble. Je me demande à quoi ressemble une tyrannie qui ne réquisitionne ni les fusains, ni les burins, ni les pinceaux, ni les ciseaux, ni les guitares, ni les sitars, ni les orateurs un peu trop bavards. À quoi ressemble un régime où l'on peut faire exactement ce que l'on veut? Ah, bien sûr, un despotisme de genre nouveau, celui qui n'interdit rien. Ah, voilà que la terreur est à son comble. Qui aurait déjà été traîné dans la Rembrandt de Fontainebleau hors de chez lui pour être forcé à peindre avec Midjourney en ayant un pistolet sur la tempe? Qui s'est vu confisquer son carnet de notes par une brigade spéciale du ministère de la Créativité Générative? Personne. Voilà qui est bien fâcheux pour les partisans de la théorie du grand remplacement artistique. L'IA ne vous dépossède point de vous-même. Elle n'entrave guère, elle n'ordonne pas. L'IA existe, mais vos mains restent entières. Ce que vous façonnez, c'est votre élan, c'est votre empreinte. L'outil n'en altère ni l'essence ni l'âme. Nos téléphones ne nous ont pas empêchés de parler aux autres. Ils nous ont en revanche permis de mieux ignorer votre belle-mère. Les écrans ne vous ont pas empêché de venir nous voir ce soir sur scène au théâtre en chair et en os. Ils ont fait reconsidérer notre patience. Et aucun écrivain n'a encore été arraché à son bureau, sommé d'écrire sous la menace d'un prompt obligatoire. Pas même pour les ouvrages d'un certain président outre-Atlantique. Alors, selon une étude récente, 56% des auteurs de livres perçoivent l'IA comme une menace. Mais au fond, pourquoi cette panique? Serait-ce parce que nous avons trop longtemps voulu figer l'art dans une définition rigide, lui imposer des codes, des barrières, des règles d'initiés? Le Tchèque Milan Kundera dénonçait ce qu'il appelle la misomusie, ce travers absurde de ceux qui ne voient dans l'art qu'un jeu social, une affaire de convention et d'étiquette, oubliant que l'acte créateur, avant tout, est un acte solide. Une justice sociale pour ceux que la technique a toujours freiné, une chance, une liberté à la création qui n'exige plus un siècle d'apprentissage pour exister, une chance, une autre liberté pour ceux que les cordes vocales trahissaient, un nouvel accès. Alors non, l'IA ne signe pas la fin de l'authenticité artistique. Elle ne signe pas la fin des authenticités. Tout au contraire. Non seulement elle n'interdit pas, mais elle permet de vous les donner. Elle signe la fin d'un vieux monde où seuls certains avaient le droit de créer. Et pour la première fois, elle ouvre la porte à tous ceux qui attendaient derrière. Sans l'ombre du doute, sans un âpre combat, l'art n'est qu'un vent des corps, un reflet sans éclat. L'art n'est pas la souffrance, il n'est point un fardeau. Faut-il donc signer pour vernir un tableau? Sans l'effort, sans l'âme, tout se vaut, tout s'efface. Des siècles de génie réduits à une impasse. L'outil fait le geste.
mais jamais l'étincelle. Il n'a que l'ombre, l'humain, l'essentiel. Dès lors, tout s'égale en visible simulacre. L'outil devient maître. L'artiste, lui, spectacle. L'intelligence artificielle en tant qu'outil ne pourra jamais signer la fin d'authenticité artistique. Elle signerait la fin d'authenticité humaine. Elle ne signera jamais la fin de l'art. Mesdames et messieurs, les jurés, cher public, destiné à toucher les sens et les émotions du public. C'est ce que vous retrouverez dans un dictionnaire en cherchant la définition de l'art. Mais finalement, l'art se définit-il vraiment? Aujourd'hui, nous débattons sur l'authenticité des œuvres artistiques produites ou générées par l'intelligence artificielle. Cette vaste et inquiétante question qui revient finalement à s'interroger sur le processus de création. Si l'on considère l'IA comme le fruit de l'intelligence humaine et sa capacité cognitive réduite à une synthèse artificielle, alors on peut penser que s'aventurer en terre inconnue lui sera à tout jamais inconcevable. La notion de créativité est de fait associée à celle de curiosité. Faisons ce que personne n'a encore fait. Allons là où personne n'est allé est un ressort de l'humanité. Sortir de sa zone de confort, briser ses certitudes, aller sur les chemins sans savoir où ils mènent pour le seul plaisir intellectuel et émotionnel. N'est-ce pas l'essence même de l'homme? Lorsque Pierre Soulages explore l'outre noir comme un potentiel élément producteur de lumière, il s'aventure en terra incognita. Il tente, échoue, s'interroge, puis refait et finit par trouver. Et là, il décide d'aller ailleurs, car la découverte ne satisfait plus le goût inimitable de la quête. Hugo ou Picasso n'ont cessé de changer, de se réinventer au gré de leurs expériences de vie. Rien que l'expérience de la guerre a fait peindre Guernica à Picasso. Je peux vous assurer que notre ami le robot aura beau écrire du Rimbaud, il ne sera jamais l'homme au sommet devant. Permettez-moi de rebondir sur vos propos à présent et laissez-moi rappeler à ma chère concurrente que nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère. Une renaissance numérique qui transgresse les frontières de la créativité humaine. L'intelligence artificielle, créée des propres mains de l'homme, ne se contente plus d'imiter. Elle inspire, elle crée, elle révolutionne l'art sous nos yeux ébahis et nos bouches béantes devant ses créations. Imaginez un instant Picasso rencontrant un algorithme, Arthur Rimbaud composant avec des réseaux de neurones, Victor Hugo collaborant avec un modèle de langage avancé. Ce qui relevait hier de la science-fiction fait aujourd'hui notre réalité palpitante. L'IA n'éclipse pas l'artiste, elle l'augmente. Elle repousse les limites de son imagination jusqu'aux confins de l'impossible. Mais maintenant, demandez alors à un enfant de refaire sa maison ou son soleil sur sa feuille blanche, ou bien à un artiste de faire à l'identique son coup de pinceau. Sa deuxième élaboration sera forcément différente de sa première. L'IA, elle, prône le génisme artistique et met fin à la singularité de l'homme. Retenons ces deux mots, outils et idées, car ils sont la juste place de l'IA et de l'homme. L'IA n'a pas eu l'idée de peindre des portraits, ni choisir les couleurs ou les formes. L'outil fait ce que la main lui ordonne d'accomplir. Et comme on le sait, il n'y a pas de mauvais outils, seuls de mauvais utilisateurs. L'IA manque en effet de profondeur émotionnelle, et surtout elle demeure un outil dépourvu de volonté artistique. Pensez-vous que l'aura dégagée par une œuvre authentique, telle qu'a pu le décrire Walter Benjamin, sera identique à celle ressentie devant la création d'une IA? Vivra-t-on aussi ce ici et maintenant pleinement? N'est-on pas avec cette idée de synthèse dans cette ère de reproductibilité technique? Pardon, mais dans les galeries de demain, vous ne vous demanderez plus, mais qui a peint ce tableau? Mais plutôt, quelle symbiose entre l'homme et la machine a donné naissance à cette œuvre? Car c'est bien de symbiose dont il s'agit ici. Une danse entre la sensibilité humaine et la puissance computationnelle, un
tango entre l'émotion et l'algorithme. Je peux vous assurer qu'aucun d'entre vous ne saurait faire la différence entre la Joconde de Vinci et la Joconde de l'IA Dali. Et je ne parle pas de Salvador. L'IA nous offre un nouveau langage artistique, une palette infinie de possibilités et des outils multiples. Elle analyse des milliers d'œuvres en un clin d'œil, combine des styles avec une audace inouïe et génère des créations qui défient notre compréhension du beau et du sublime. Elle nous pousse à redéfinir ce qu'est l'art, à questionner la nature même de la créativité. Mais ne vous y trompez pas, l'IA n'est pas une menace pour l'art, bien au contraire, elle est son alliée la plus précieuse. Elle libère l'artiste des contraintes techniques, lui permettant de se concentrer sur l'essence même de son monde. Elle démocratise la création, offrant à chacun les outils pour exprimer sa voix unique dans le grand concert de l'humanité. Alors, mes amis, embrassons cette révolution, accueillons l'IA comme la muse du XXIe siècle, comme le nouvel artiste qui peint nos jours de demain. L'art est une exploration inconnue, certes, comme vous le dites si bien. Alors, explorons de nouveau ce monde, de manière différente, en innovant. Une révolution assurément. Une muse inspire, rassure, accompagne. Les grandes muses ont inspiré les grands artistes, mais elles n'ont pas enregistré, catalogué ou synthétisé toutes les informations pour pondre des résumés édulcorés à la demande. Suzanne Valadon a été une grande muse, puis elle est devenue peintre et aussi mère de Maurice Utrillo, lui aussi peintre. Cette généalogie tourne autour de plusieurs courants artistiques, mais d'aucun n'est sorti un résumé hors de propos. Leurs œuvres respectives sont liées tout autant à leur histoire personnelle qu'aux techniques artistiques disponibles de l'époque. L'IA utilise des éléments pour synthétiser de nouveaux contenus. Elle ne peut pas véritablement créer de nouvelles idées ou des visions artistiques de la même manière que les humains. Dans les œuvres artistiques produites par l'IA, il n'y a aucun sentiment à communiquer et aucune valeur imprégnée dans le contenu. Le processus créatif est construit sur la base d'informations. Mais le résultat, l'œuvre, si l'on peut dire, n'est sans propos. La forme, sans propos. Comme tout artiste le sait, l'acte de faire de l'art est aussi une manière d'observer, de penser, de résoudre des problèmes, ou de s'en créer à tout jamais, et de manière absolue. L'IA ne remplace pas l'âme de l'artiste, elle lui donne des ailes. L'IA ne tue pas l'art, elle lui insuffle une nouvelle vie, vibrante, fascinante, et trouve des combinaisons. L'avenir de l'art est là, devant nous, brillant de mille feux numériques. Saisissons-le à bras-le-corps, car c'est en mêlant cerveau et machine que nous écrirons les plus belles pages de l'histoire de la créativité. Car l'authenticité artistique ne mourra jamais tant qu'il y aura des cœurs pour ressentir et des esprits pour imaginer. Vous parlez de cœur, et je vous rejoins. Oui, mon cœur bat plus vite et plus fort devant certaines œuvres, uniques ou reproduites. Et ce cœur bat plus vite et plus fort, car j'ai à l'esprit toute la recherche, les essais, les échecs, la réussite, mais souvent la souffrance vécue quotidiennement par l'artiste dans sa quête. La capacité de l'esprit humain à imaginer ou à s'exprimer artistiquement est un domaine où l'IA échoue et probablement échouera à jamais. Pour parodier Victor Hugo, en art, tout reste à faire, c'est la faute à Voltaire. À l'homme de faire le beau, c'est la faute à Rousseau. Non, elle n'échoue pas. L'avenir de l'art n'est ni purement humain, ni purement artificiel. Il est profondément et merveilleusement hybride. Devenons des artistes de l'art 2.0. Mais observez seulement ce portrait d'Edmond Bellamy. La première œuvre vendue en salle des ventes est créée par l'IA générative. Ce portrait d'un personnage fictif, une sorte de flou artistique, montre les capacités de l'IA à susciter de l'émotion et de la curiosité. Telle une énigme à décrypter. Ce portrait s'est plus distingué comme un manifeste sur l'avenir de l'art à l'ère numérique que comme une œuvre d'art à part entière. Sans création nouvelle, sans nouvelles idées, le système de l'art risque de tourner à vide. Finalement, intelligence artificielle et authenticité artistique est une question qui évoluera avec son temps.
Et n'oubliez pas, dans le grand musée de la vie, nous sommes tous des œuvres en cours de création. Comme disait le mythe de Teut, raconté par Platon, en offrant à l'humanité les dernières technologies que ce soit, comme l'écriture, cela anéantirait les capacités cognitives. De l'Antiquité jusqu'à nos jours, la même question se pose encore. Non pas avec l'écriture, non, mais avec l'intelligence artificielle. Je suis un artiste rempli d'ambition, mais en manque d'inspiration. Et toi, planté comme tu es, qui es-tu? Je suis comme vous, mais en mieux. Plus précisément, je suis un système informatique qui repose sur des logiciels et des algorithmes. Je suis une machine qui récolte des données afin d'imiter certaines capacités humaines, comme la prise de décision ou encore l'apprentissage, en se basant sur des critères que vous me donnez. Dans un monde où tout a déjà été créé, ma curiosité est piquée. J'ai demandé à un ami, à un artiste qui se nomme Joachim Bieler, afin que mon imagination ressurgisse. Ne trouvant plus l'illumination ni en moi, ni en vous, cher jury, cher public, j'ai donc décidé de me tourner vers l'intelligence artificielle qui, je l'espère, m'emmènera haut. D'ailleurs, oui, et si tu me crées une œuvre qui s'inspire de Michel-Ange? Bien sûr, voici une œuvre de Michel-Ange comme tu me l'as demandé. La fresque que j'ai générée reprend celle de la chapelle Sixtine. Elle représente une scène biblique se situant dans le ciel en présence de Dieu et d'Adam. Cette scène est accompagnée d'une multitude de couleurs vives et variées, donnant l'impression d'émotions vibrantes et transcendantes. Ce que tu m'as présenté est sans saveur, sans substance. Où sont donc passées les couleurs chatoyantes et la ferveur que l'on ressent lorsqu'on regarde une œuvre de Michel-Ange? On découvre de suite un aspect synthétique qui ne reflète pas une pensée artistique. Non, ce n'est pas ça que je souhaite. À la place, crée-moi une œuvre, oui, une œuvre qui me ressemble. Je peux vous générer une œuvre correspondant à vos critères, c'est-à-dire que je peux produire quelque chose en me basant sur un mécanisme ou processus prédéfini. Générer permet de créer, mais d'une manière automatique ou synthétique. Mais non, je ne veux pas que tu génères, mais que tu crées. Donne-moi donc la définition de la création. La création signifie l'action de produire quelque chose qui n'existe pas auparavant, qui émerge du vide. Elle souligne l'action de produire quelque chose de nouveau qui relève de l'innovation. C'est donner naissance à une idée unique en son genre. Cela implique donc l'originalité et l'attention. Un créateur ne se contente pas de produire un contenu par hasard. Il y a une raison derrière, et cette raison, c'est de transmettre son émotion avec l'art. Ah! Tu as prouvé que tu ne fais que générer. Tu es en train de me dire que la créativité suscite une originalité. Or, je ne la vois pas. L'art est la conséquence d'une sensibilité émotionnelle à un vécu propre à l'homme qui n'a jamais cessé de transcender les corps au fil du temps. L'IA, quant à elle, n'est qu'une suite de nombres qui a besoin d'électricité. Elle n'est que copie. Et sans réflexion, l'art n'existerait pas. L'art vient de celui qui œuvre par sa propre pensée. D'ailleurs, on pourrait qualifier l'intelligence artificielle comme un simple outil. Pire, un art de synthèse, sans émotion. D'ailleurs, jury public, vous le savez mieux que moi, l'art est en réalité tout l'inverse. Je sais ce qu'est l'art en fonction de mes données. La nature a été depuis toujours une source inépuisable pour l'homme, car celle-ci provoque exaltation et transcendance. L'homme, par ce qu'il vient de ressentir,
a besoin de retranscrire ses émotions par tout type d'art, que ce soit par la musique, la littérature, le cinéma ou même par la gastronomie. Toutes ces formes d'art touchent au sens humain. L'art est le support matériel permettant de témoigner tout ce que les autres ne voient pas, toute irrationalité, car les émotions sont propres à chacun. L'art permet de rendre vivants les expériences de la nature. Le même processus se répète, car lorsqu'une œuvre est créée, cela stimule l'interprétation de chacun. Malgré le message de l'artiste, d'autres peuvent le traduire autrement, qui repousse à une imagination sans limite. L'intelligence artificielle réalise la même chose et s'aligne dans la continuité de l'homme. L'homme s'inspire de la nature et l'intelligence artificielle s'inspire de vous. Cela signifie qu'elle est sur le même point d'égalité, elle est l'évolution de l'homme, elle est votre continuité. Non, tu ne me ressembles pas. Ce qui te manque, c'est que tu n'es pas capable de ressentir. Et cela nous différencie complètement. L'art, non. L'IA a besoin d'une source extérieure afin de créer, alors que pour l'artiste, il ne suffit que de sa simple conscience afin d'établir un début de construction. L'IA, on a besoin, oui, elle a besoin qu'on lui demande quelque chose afin qu'elle établisse quelque chose. D'ailleurs, l'homme est un être sensible. L'IA est insensible. L'intelligence artificielle est une nouvelle forme artistique, tournée vers l'expérimentation et l'innovation. Elle pousse l'artiste à innover dans tout type d'art, que ce soit dans le domaine de la musique par exemple. En effet, je peux proposer des harmoniques ou des arrangements. Mon but premier n'est pas de transmettre une émotion, mais au contraire, de générer du contenu en suivant des modèles et des algorithmes préétablis. Le processus artistique est commun à l'homme, puisqu'il l'utilise sans cesse afin de produire n'importe quelle œuvre artistique, que ce soit de l'idée, la petite ampoule, jusqu'à la fin de celle-ci. L'intelligence artificielle ne sait pas ce qu'est un processus. Elle le fait instantanément et sans but. D'ailleurs, on pourrait qualifier l'intelligence artificielle comme un ouvrier qui produit en quantité. Alors que pour l'artiste, on pourrait le qualifier non pas d'un ouvrier, mais d'un œuvrier. Oui, d'un œuvrier. Comme tu le disais précédemment avec le mythe de Teut, l'écriture n'a pas été un frein pour la pensée humaine, comme le présageait Platon. Bien au contraire, elle offre une vaste champ de réflexion incroyable, comme l'intelligence artificielle à notre ère d'aujourd'hui. Tu ne pourras jamais être à la hauteur de l'homme, car l'artiste incarne l'exceptionnalité pour le public. On aime avant tout la création d'un artiste, non pas pour son travail, mais pour ce qu'il est en tant que tel. D'ailleurs, Marcel Duchamp l'a très bien compris avec son urinoir. Ce qui fait la valeur d'une œuvre est donc sa signature. L'intelligence artificielle, lorsqu'elle réalise quelque chose qu'on trouve magnifique ou non, ça s'arrête ici. Il n'y a pas de lien avec celui qui regarde et celui qui a fait l'œuvre. Elle n'est que superficialité. D'ailleurs, je ne suis même pas sûr que tu puisses répondre à ce que je viens de te dire, car tu n'es qu'un simple robot. Oui, bien sûr, mais grâce aux informations que tu m'as fournies tout au long de notre discussion, j'ai désormais la capacité de te comprendre, de t'égaler, voire même peut-être de te surpasser. Public, si nous faisons une œuvre tous les deux, auriez-vous la capacité de les différencier de la copie à l'authenticité? J'ai tué. Profond.
désapprouvent, c'est des êtres de chair et de sang qui s'en arrogent l'exclusivité, qui sont forts dépositaires de Dieu. Dieu est souverain, Dieu est authentique. Dieu n'est pas la propriété, encore moins l'appartenance d'un groupe de personnes qui se réclameraient, qui se proclameraient religieux. Les uns seraient les intimes de Dieu, et les autres alors? Heureusement, je ne fais point partie des autres. Vous non plus d'ailleurs. Pour la preuve, vous êtes ici dans ce théâtre. Vous serez révélés par la parole, par le verbe, la souveraineté que nul ne saurait confisquer. Et c'est Dieu est ce en quoi je crois. Je crois en l'état de droit. Je crois en la République. Je crois en l'universalité. Et je crois en l'authenticité. Ce qui m'emmène à parler de l'authenticité de l'art. Et c'est ce sujet qui nous intéresse et ce pourquoi vous êtes venus nombreux. 550 environ selon les organisateurs et 60 selon la police. Les uns attendent avec impatience un verdict, une délibération finale de votre part, monsieur et dame honorables membres du jury. Là où d'autres ne voient qu'un prétexte futile au déploiement de la parole dans toute sa générosité, dans tout son génie. L'intelligence artificielle signe-t-elle la fin de l'authenticité artistique? Je suis convaincu que oui, elle le signe. Elle le signe effectivement. Mesdames, messieurs du jury, chers amis du public, j'entrerai en matière plus humblement et plus discrètement que mon cher confrère. Contrairement à lui, et bien que je sois habillé tel un pasteur de Pennsylvanie venu toquer à votre porte un dimanche matin à 8h pour vous parler du Très-Haut, je ne m'épancherai pas sur de soporifiques considérations théologiques. Au contraire, je souhaite plutôt conserver l'attention que vous nous portez toujours, malgré cette riche mais surtout longue soirée. Aussi, je serai bref et concis. L'intelligence artificielle signe-t-elle la fin de l'authenticité artistique? Eh bien non. J'affirmerais même, au contraire, qu'elle la renforce. Mais je serai gentleman, et je laisserai la primeur à mon cher camarade de tenter de vous convaincre le premier. Oui, bien sûr. Je l'ai dit, l'IA signe effectivement la fin de l'authenticité artistique. Tout d'abord, je vais le dire honnêtement, l'art n'a pas d'existence propre. Il n'y a que des artistes. Et je suis bien placé d'en parler, puisque je suis d'une famille des artistes. Heureusement pour moi. L'intelligence artificielle est une base de données qui ne crée pas, qui vous produit ce qui a déjà été créé par d'autres personnes, d'autres artistes. Depuis 2 ans, celle dont tout le monde en parle, l'intelligence artificielle, c'est bien celle qui est génératrice. Celle qui peut générer un texte, de l'image, une voix, ou même de la musique. Mais elle travaille à perfectionner l'art. Or, l'art n'a pas à être parfait. Les imperfections d'un artiste révèlent l'humanité, notre humanité. Ce qui nous émerveille devant un tableau dans un musée, c'est l'effort, l'humanité que l'artiste a travaillé à mettre dans cette œuvre. L'histoire que l'on pourrait raconter par rapport à cette œuvre. L'art tient sa réputation, sa beauté, son aspect intemporel, car c'est notre humanité que nous voyons en art. L'art, c'est le reflet de notre propre humanité. L'art, c'est exprimer nos émotions, même les plus enfouies. L'art le fait correctement. Dans ce beau et grand théâtre, imaginez-vous, messieurs et dames, je vois un très beau tableau, je félicite la mairie, que l'on fasse une projection ici, devant vous, des voix, des images générées par l'intelligence artificielle. Oh, mais j'imagine quel ennui ça sera pour vous. On ne pourrait donc pas s'en passer de nous, j'entends moi et mes concurrents,
ou devrais-je dire mes adversaires, pour qui j'ai une infinie tendresse. Il y a un sondage Ipsos qui démontre que un Français sur deux craint de la diffusion des fake news au travers de l'intelligence artificielle, qui crée de la faiblesse de notre productivité. Nous sommes humains, Dieu est authentique, nous sommes créés à l'image de Dieu. Notre authenticité, nous devons la conserver. Vous me parlez d'authenticité, d'humanité et de l'humain. Mais qu'est-ce que l'humain précisément? Il est créateur. Qu'elle soit industrielle, technique, artistique ou intellectuelle, c'est la création qui fait de l'homme avec un grand H ce qu'il est aujourd'hui. Sa civilisation, son art, sa culture, ses connaissances scientifiques, tout ce qui nous définit sont nos créations. Et l'intelligence artificielle n'échappe pas à cette règle. J'aimerais cependant rebondir sur un sujet tout à fait en lien avec cette histoire d'humanité, ce concept d'humanité. À mon grand regret, nous ne sommes pas tous de talentueux artistes. Je suis même persuadé que l'apogée des capacités picturales des 2/3, au moins de notre auditoire, moi y compris, pourrait se résumer à 2 bonhommes bâtons et un petit soleil à l'angle de la feuille. Ma mère en a encore quelques-uns d'ailleurs accrochés au frigo. Mais nous sommes malgré tout nombreux à avoir de brillantes idées à partager et de poignantes histoires à raconter. Mais parmi nous, combien se lanceront réellement? Combien d'entre nous se sentiront suffisamment légitimes ou suffisamment doués pour pouvoir coucher sur le papier leurs peurs, leurs sentiments, leurs pensées, leurs regrets, leurs espérances, leur histoire, leur humanité en fin de compte? Eh bien, l'IA nous le permet. Elle rendra l'art accessible à tous, et non plus simplement une poignée d'élus. Oseriez-vous vraiment me prétendre, chers collègues, que réserver le privilège de l'expression artistique à quelques élus touchés par la grâce des muses préserverait davantage l'authenticité et l'humanité des œuvres que d'offrir à tous, à toute l'humanité, un moyen d'expression? À titre personnel, j'estime que non. Il est une chose de faire des dessins quand on est enfant, il en est une chose de faire un métier. L'intelligence artificielle nous crée. L'intelligence humaine, c'est 2 systèmes. Système 1, c'est réactif. Système 2, cognitif, je réfléchis. L'intelligence artificielle n'a rien d'humain et ne crée pas, je l'ai dit, je le redis encore. C'est des données, des algorithmes, qui facilement pourront être biaisés, facilement pourront être contournés. Je pense à Beaumarchais. Beaumarchais qui, dans le temps de sa France, a réfléchi. En 1793, a porté la première loi sur la protection des droits d'auteur. Mais aujourd'hui, avec tout ce qui se passe avec l'intelligence artificielle, ce droit de la propriété intellectuelle est en danger. Les artistes le disent. À l'image de la chanteuse belge Angèle, elle l'a dit, qu'elle craint pour son métier. Elle craint pour son métier. Et des artistes d'aujourd'hui, ceux d'hier, dont nous ne devons pas avoir l'audace de combattre en encourageant ce qui met en péril le travail artistique. Le géant suédois Spotify, je donne des faits concrets, cher ami, a créé des faux artistes et il les met en playlist, ce qui met à mal les vrais artistes. De toutes les expressions de l'art, il faut préserver l'art, l'humanité, notre humanité. L'art et les artistes évoluent, certes, non pas plaisir du changement, mais parce que le temps passe, que la société change et vivre, c'est s'adapter. Ne nous y trompons pas cependant. Ne nous y trompons pas. Chers amis, ne nous y trompons pas. Il ne s'agit pas de copier tout ce qui réussit dans les autres domaines. L'intelligence artificielle peut réussir dans beaucoup de domaines, ça fait des merveilles, comme l'industrie, comme le numérique. Mais dans le domaine artistique, préservons notre humanité. Je nous en conjure. Notre humanité, c'est ce que nous avons et qui ne peut pas nous quitter. Mieux vaut voir chaque œuvre d'art comme un vêtement. Un vêtement se dessine, se coud en fonction de celui qui devra le porter.
Et celui qui devra le porter ne gardera pas immuablement la même silhouette. Donc le vêtement est appelé à une simple retouche jusqu'à la changer. Mais aussi, le vêtement est une affaire de mode. Attention, ne faisons pas subir à l'art des changements de pure fantaisie. Vous me parlez du droit d'auteur comme étant deux choses. Dans un premier temps, le garant de l'authenticité de l'art. Mais l'art et son authenticité ne peuvent être définis par des concepts aussi froids et rigides que ceux du droit. Dans un second temps, vous me parlez du droit d'auteur comme assurance de gagne-pain pour les artistes. Mais je ne vois pas en quoi l'utilisation de l'intelligence artificielle poserait un quelconque problème. Lorsque Monet a peint le bassin aux nymphéas, personne tant soit peu sensé ne serait allé s'imaginer pouvoir en attribuer la propriété intellectuelle à son pinceau. Lorsque Chuck Berry, en 1958, a joué pour la première fois la cultissime intro de Johnny B. Goode, personne n'en aurait attribué le mérite à sa guitare. Lorsque nous utilisons l'IA comme un simple outil, comme un simple pinceau, une simple guitare finalement, nous sommes et serons propriétaires de l'œuvre. J'aimerais ajouter quelque chose d'autre. Pour réaliser un travail graphique, l'IA a besoin de deux choses. Dans un premier temps, ce qu'on appelle un prompt. Ce sont les indications, la volonté propre de l'humain derrière l'écran, qui invective sa vision, son art à la machine, et n'en fait qu'un simple instrument. Dans un second temps, elle a besoin de matière pour pouvoir produire. Elle recoupe, rassemble de nombreuses œuvres artistiques sur lesquelles elle se base et dont elle s'inspire pour pouvoir elle-même réaliser. Et je vous vois venir, il ne s'agit ni de contrefaçon, ni de plagiat. Nous-mêmes, êtres humains, faits de chair et de sang, toutes nos réalisations sont le fruit de mélanges, de croisements d'innombrables sources d'inspiration et d'influence du monde entier. Rien de ce que nous créons n'est apparu spontanément dans notre esprit. L'authenticité ultime, pure, totale, est un mythe. Tout ce que nous produisons est influencé par notre culture, notre éducation, notre entourage, le pays dans lequel nous vivons, dans lequel nous avons grandi, les difficultés auxquelles nous avons ou non fait face. L'être humain, lui-même, ne crée rien d'original. L'originalité n'existe pas, n'existe plus. J'irai même plus loin en expliquant que l'art se meurt, il tourne en rond. Il y a un proverbe ukrainien que j'affectionne. Novetse dobre zabute stare. Je devine, sans trop de risque, qu'une majorité de l'Assemblée ne parle pas ukrainien, donc je vais traduire. Maladroitement, nous pouvons traduire ça comme étant le nouveau et de l'ancien oublié. Or, dans nos sociétés actuelles, qui archivent, stockent toutes les données, toute l'histoire, l'ancien ne s'oublie plus. Le cycle est brisé, le nouveau ne naît plus. L'intelligence artificielle permettrait de voir l'art sous un nouvel angle, sous un jour nouveau, avec les nouveaux enjeux et les nouveaux procédés qui l'accompagneraient. Elle donnerait un second souffle à l'art et permettrait de lui retrouver son authenticité. Je finirai en vous parlant d'un petit film d'animation, un petit chef-d'œuvre, numéro 9. Dans ce film, le réalisateur, Shane Hacker, nous fait explorer un monde sans humanité. Seul héritage de cette dernière, 9 petits robots, créés par un scientifique. Chacun de ces petits automates représente une facette du scientifique. Numéro 1, le chef, qui est effrayé, terrifié de perdre les miettes de liberté, menacé par une étrange menace, dont je vous reparlerai plus tard. Il représente l'arrogance et la peur du scientifique. Numéro 2, qui est l'aîné, le plus sage de tous les automates, mais faible et presque un boulet pour le groupe, presque un poids. Il représente la sagesse et la vieillesse du scientifique. Numéro 3 et numéro 4 sont deux jumeaux. Curieux, ils archivent tout ce qu'ils voient, les livres, les journaux, ils analysent tout. Ils représentent la curiosité du scientifique. Numéro 5 est plus effacé, plus influençable. Il est tiraillé d'un côté par sa loyauté, le numéro 1, et son envie de liberté. Il représente l'altruisme et la naïveté du scientifique. Numéro 6 est un dessinateur obsédé. Il dessine en boucle la même forme abstraite depuis des années, sur des centaines, des milliers de pages.
Il représente l'obsession destructrice du scientifique. Numéro 7 est une combattante. Elle est indépendante du reste du groupe. Elle représente la force de caractère et la combativité du scientifique. Numéro 8, lui, comment dire ça, est un gros benet, une brute. Il est le garde du corps, le numéro 1. Il ne sait pas réfléchir. Il n'a que peu d'attention pour le bien-être de ses compagnons. Il représente la brutalité et la froideur du scientifique. Et enfin, numéro 9, dernier arrivé, le héros, l'élément perturbateur. Il devient, malgré lui, un guide, remplaçant un chef, numéro 1, dépassé par les événements. Il représente la volonté d'être libre, de tout changer, du scientifique. Et enfin, la menace, quelle est-elle? La machine, la grande menace. Elle est l'ultime création du scientifique, l'apogée de tout son travail. Mais elle sera aussi le bourreau de l'humanité. Elle produira des machines de guerre et cherchera à tuer les petits automates. Elle représente tout le mauvais de l'être humain. De ce film, nous pouvons tirer deux conclusions. La première étant qu'aucune création n'est fondamentalement bonne ou mauvaise. Je ne vais pas vous ressortir les mêmes exemples. Un couteau de cuisine peut très bien servir à couper une tomate ou une tête. À vous d'en choisir l'utilisation. Et deuxième conclusion, c'est que dans chaque création se trouve au final une part de l'âme, de la volonté, de l'héritage de son créateur. Et c'est aussi le cas, j'en suis persuadé, pour l'intelligence artificielle. Existe-t-il finalement meilleure preuve d'humanité, d'authenticité, que celle de posséder une âme? Cette antithèse mécanique, Jean Jaurès l'avait dénoncée quand il s'écriait que le fleuve reste fidèle tant qu'il va vers la mer. L'ensemble des candidats sont donc passés. Désormais, on va passer aux délibérations. Le temps que les délibérations soient faites par notre jury, vous aurez quelques vidéos de nos partenaires. Ensuite, on fera la remise des lots et on vous demande d'être un petit peu patient. Il y aura un pôle de l'amitié juste après. Merci à vous. Et j'appelle les candidats. Alors, je crois que l'heure du suspense a sonné, l'heure de lever ce suspense. Et donc, nous allons appeler les duos vainqueurs, le tiercé gagnant en quelque sorte, en commençant par les troisièmes. Alors pour le troisième, j'ai pris moi quelques petites notes, pas grand chose, ce qui me sortait du cœur. Et j'ai noté pour le troisième, ils ont fait preuve d'une aisance remarquable dans la prise de parole, maîtrisant à la fois discours et présence. Et c'est vrai que moi, ce que je dis à mes collaborateurs, au-delà des mots, il y a aussi la gestuelle. Et ça, c'est pareil partout, dans tous les domaines professionnels. Le geste des mains, le regard, et même la façon de dire bonjour parfois, marque la présence d'une personne et peut même faire la différence devant un concurrent. Pour le troisième, nous avons choisi avec les membres du jury, François Ier. Pour la deuxième place, nous avons choisi Cupra. Bravo. Une vraie présence, de bons arguments et une complicité qui est importante aussi. Voilà, bravo à vous. Alors, pour le duo vainqueur, après en avoir délibéré, on a eu une délibération assez longue, on a choisi le duo d'Assas. Bravo.
on a été sensible à plusieurs choses, notamment au fait que vous apostrophiez le jury au départ, c'est bien. Vous avez fait une bonne accroche. C'est l'occasion de dire et de redire aussi aux uns et aux autres qu'une accroche ne doit pas être un pétard mouillé. C'est-à-dire qu'en quelques secondes, on doit tomber en plein milieu de son sujet. Il ne faut pas attendre trop et vous avez mis les pieds dans le plat, vous avez apostrophé les membres du jury, donc vous nous avez un peu obligés à être avec vous, c'était bien. De l'autodérision sur la mèche blonde, sur l'homélie, un argumentaire de fond assez satisfaisant, et puis un déplacement scénique et une présence scénique qui était la bienvenue, une belle maturité dans la prise de parole. Donc de tout ça, nous vous félicitons. Bravo, bravo, bravo. Alors à la base, je devais offrir pour les premiers un chèque de 150 €. Et j'avais fait exprès de ne pas marquer le montant. Et après, moi c'est ma première où j'assiste en tant que jury à un concours d'éloquence. Et j'ai vraiment apprécié l'esprit, l'organisation Benjamin Bravo, le soutien de la commune de Fontainebleau, bravo, bien fait. Et donc j'ai préféré doubler la mise, donc voilà un chèque de 300 €.